Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Dans l'actualité ce soir, démission en cascade, crise des vocations et statuts peu attractifs. La santé publique cherche des infirmiers désespérément. L'Institut Mathilde Frébault rouvrira à la rentrée prochaine, mais en attendant, il faut des solutions urgentes pour assurer la continuité des soins dans les hôpitaux périphériques et les dispensaires. Exercice grandeur nature pour les services de secours. Le JRCC a simulé un plan Orsec, un plan d'urgence face à une pollution marine. Immersion dans le quartier général qui coordonne les opérations. La semaine du tourisme durable du Pacifique rassemble les professionnels du secteur dans la région, des problématiques et des objectifs communs pour devenir une destination résiliente, comprenez inclusive pour les populations et l'environnement. Et pour en parler, nous serons en direct avec Gina Bunton, directrice des opérations internationales à Tahiti Tourisme. Elle nous dira comment impliquer davantage la population. Et puis direction Tubuai aux Australes où la saison de la carotte s'achève. Dans le poisson cru ou dans un ragoût, le légume racine 100% local termine principalement dans les assiettes de Tahiti. La production est abondante cette année. Reste à écouler tout le stock maintenant. Il y a un réel besoin de réforme du statut d'infirmier. C'est la sonnette d'alarme tirée par Mireille Duval, représentante CSTPFO au CHPF. Ce n'est pas nouveau, mais c'est devenu urgent. Les infirmiers manquent à l'appel dans les îles, mais aussi à Tahiti. Une crise des vocations qui touche surtout la santé publique. 20 postes ne sont pas comblés et les démissions s'enchaînent. La faute à un statut trop peu attractif selon les syndicats et à une procédure administrative trop lourde. Le point avec Natacha Silagi, Rohan Potoru et notre correspondante à Rayatea, Mahana Tepa. Est-ce que c'est à cause du Covid, de la fermeture de l'école de formation d'infirmières en 2021 ou parce que les contrats manquent d'attractivité? 20 postes d'État sont toujours à pourvoir et 3 nouvelles démissions ont été enregistrées aux îles sous le vent ces 15 derniers jours. À l'hôpital de Rayatea, les infirmières et les aides-soignantes sont surchargées, la faute au manque d'effectifs. En découle sur le patient des risques d'erreur, des soins toujours à faire plus rapidement, une perte de disponibilité auprès de nos patients. Comme nous devons remplacer nos collègues, nous devenons dangereux par rapport à notre prise en charge envers le patient. Côté syndicat, que ce soit à l'hôpital ou dans le privé, on affirme que le statut très complexe et le manque d'attractivité freinent les embauches. D'autres démissions seraient attendues parmi les 500 infirmiers du CHPF. Les infirmiers libéraux, eux, sont prêts à se rendre dans les îles en renfort, mais pas à n'importe quel prix. Là, j'ai entendu quelque chose comme 2000 ou 2500 francs de l'heure en tant que RNS, sachant qu'on... pas tenté, sachant qu'on n'est pas nourri, on n'est pas logé, on n'est pas véhiculé, aller dans les îles. Donc ça, c'est une problématique. Mais je pense que ce n'est pas le principal problème. Le principal problème, ça va être de garder les infirmiers qui sont en poste. Et là, on a bien vu, il y a beaucoup de démissions. Le statut aujourd'hui n'est plus du tout adapté, n'est plus du tout attractif. Qu'est-ce qu'il a ce statut d'infirmier ? Mais écoutez, il est bloquant entre les reprises d'ancienneté, entre les grilles à revoir, entre s'adapter au texte de France, parce que nous, on est complètement largués par tout ça, il faut dire les mots. Le gouvernement annonce la réouverture de l'école de formation d'infirmières dès septembre et confirme que le statut d'infirmier doit bel et bien être réformé pour rendre les postes plus attirants. Il faudra les rendre plus attractifs nécessairement. Il faudra penser au temps de travail, il faudra penser au logement, il faudra penser à bon nombre de choses qui ne sont pas que du salaire, parce que c'est la qualité des soins que l'ensemble des professionnels de santé veulent viser. Ils veulent être bien dans leur travail, et je peux les comprendre, et c'est sur quoi on va travailler, et qu'on a déjà commencé à travailler avec le ministère du Travail. Les élus travaillent en ce moment sur le rapport d'orientation budgétaire du gouvernement. Quelle sera la place des métiers de la santé et de leur rémunération? À voir. Dans la passe de Papeete ce midi, heureusement, plus de peur que de mal pour ce V6. La pirogue a subi une avarie et a pris l'eau. Les 6 rameurs se sont retrouvés en difficulté dans des conditions de houle et de vent relativement forts. L'Arrêt Métis et la Petay Express se sont arrêtés et leur ont porté secours en mettant leur canot de sauvetage à l'eau sous les yeux du haut-commissaire à bord par hasard. Les 6 rameurs ont été ramenés à terre sains
et sauf, image signée Marouki Duri. Et hasard du calendrier, le JRCC était justement en exercice aujourd'hui. Il s'agit de tester chaque année la coordination des forces armées avec une simulation du plan Orsec, un plan d'urgence. Le scénario retenu, une collision entre une navette maritime et un navire transportant des hydrocarbures avec une menace de pollution. Immersion au cœur du dispositif avec Kaline Liénard et Nicolas Suire. Le polluant qui a été déversé n'est pas dispersible. Donc déjà l'option dispersant, c'est pas compatible. Donc, Alban est un des 4 experts du jour. Il surveille la nappe de pétrole qui menace les côtes de Moorea. Dans cette cellule, on gère les équipes d'intervention qui sont envoyées sur le terrain. Mais avant, il faut bien se renseigner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la durée de traitement. La première chose, c'est qu'il faut qu'on ait une idée des conditions météo, c'est-à-dire comment on va dériver la nappe. Donc pour ça, on va contacter Météo France. On va essayer aussi de bien comprendre quelles sont les zones sensibles d'un point de vue environnemental, donc avec notamment la direction des ressources marines, notamment du pays. Et on va également travailler avec le port autonome, des organismes qui ont des capacités de stockage et d'intervention sur zone. Un étage plus haut, on retrouve l'équipe stratégique qui centralise les informations et fait le point sur la situation. Le contre-amiral y joue un rôle clé de conseiller sur les moyens des forces armées à déployer. On a utilisé à la fois le Bougainville qui avait chargé le matin en prévision des matériels anti-pollution, barrages, absorbants, également caisses pour récupérer tout le pétrole qu'on pompe en mer. Et puis le remorqueur qui est le deuxième qui permet de tirer le barrage. Voilà, les deux remorqueurs et le barrage au milieu. L'exercice Orsec, un entraînement annuel indispensable pour assurer la coordination de toutes les autorités du pays. Et donc on a essayé de jouer en conditions réelles. Donc on a eu également une mobilisation sur le terrain des acteurs pour vraiment mettre en jeu nos moyens de réponse et de réfléchir tous ensemble si on avait de tels événements, comment on pourrait y faire face ici en Polynésie française avec les moyens locaux. Bilan de cette journée, opération réussie. En cas de collision entre 2 navires, les moyens de l'État et du pays sont prêts à y faire face. Ce n'était pas un exercice aujourd'hui à l'ouest de Maupiti pour le JRCC. La cellule a été appelée pour un bateau en panne avec 6 personnes à bord. Suite à une avarie technique, le capitaine a déclenché sa balise de détresse. Les passagers ont été ramenés sains et saufs à terre par des navires de pêche sur zone et l'embarcation a été remorquée. L'avion gardien a tout de même survolé la position afin d'écarter tout risque supplémentaire. Toujours aucune nouvelle de celui qui est surnommé Papi Hapé à Rayatea. À 76 ans, il était parti volontairement de son domicile samedi vers la montagne. La gendarmerie lance officiellement un appel à témoins. En cas d'information, appelez la brigade de Rayatea ou composez le 17. Sécurité et prévention, toujours avec la signature d'une procédure de rappel à l'ordre entre la commune de Rapa, aux Australes, et le parquet de Papeete. Elle permet au maire de lutter contre les incivilités sur son île, comme les conflits de voisinage, l'absentéisme scolaire ou encore les incivilités environnementales. Cette convention s'inscrit dans le développement de la justice de proximité du parquet. Rapa est la 2e île après Reivave à signer cette convention. On écoute la procureure, mais d'abord le maire. Ils sont interviewés par Arihoe Tefafana. Je suis un des maires les plus isolés. Aujourd'hui, malgré cette distance, aujourd'hui, après cette signature, la justice est à proximité, à notre porte. Pourquoi c'est important, particulièrement à Rapa? Parce que c'est une île qui est éloignée, qui n'est pas facile d'accès. C'était vraiment, nous sommes très heureux d'être parvenus, grâce aux moyens de la mutualisation des moyens de l'État, de nous rendre sur cette île, de pouvoir conclure cette convention avec un Tavana volontaire et le soutenir aussi dans ses fonctions. Notamment, je pense au fait que ce protocole a vocation à s'appliquer aux incivilités environnementales dans une île où précisément il y a des efforts importants qui sont faits en la matière. Je pense notamment au traitement des déchets.
Et justice toujours, le tribunal a suivi les réquisitions dans le procès du prêtre Sergio Tefau. L'ecclésiastique a été condamné ce matin à 3 ans de prison avec sursis, une interdiction d'exercer une activité en relation avec des mineurs. Il est en outre inscrit au fichier national des auteurs d'infractions sexuelles, le FIGES, et il devra indemniser ses victimes à hauteur d'1 700 000 francs. Le père Sergio Tefau était poursuivi pour agression sexuelle sur mineurs et corruption de mineurs. Son avocat a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait appel de cette décision. Conduire à tout prix, ou presque, difficile lorsque le permis est simplement inaccessible pour certains. Cette année, 280 personnes ont bénéficié de l'aide du pays pour financer leur permis de conduire. Le dispositif a été mis en place en 2019. Pour l'année prochaine, le dépôt des dossiers se fera début novembre. Explication Ismaël Tayata et Mélissa Chong. Une barbe et un sourire qui rappellent celui du Père Noël. Le réveillon, ce n'est pas pour tout de suite, mais le cadeau, lui, est déjà là. À 6 000 francs, le cours de conduite, le pays vous en offre 20. C'est une convention entre nous, le pays et le candidat. Donc c'est pour ça qu'il y a une participation de la part du candidat, donc 10 000 ou 20 000 francs. Le pays qui finance les 20 heures de conduite et l'auto-école qui s'engage à offrir la première présentation à l'examen de conduite. 10 000 francs pour le candidat s'il a le code et 20 000 francs s'il ne l'a pas. Ça, c'est sa participation. Pour être éligible, il faut déjà être âgé entre 18 et 30 ans. C'est le cas des chômeurs inscrits au CEFI ainsi que les étudiants ayant une bourse. Les étudiants non boursiers, par contre, doivent faire leur demande. Et peuvent être éligibles en fonction des revenus familiaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je dis que les étudiants sont éligibles, ça ne veut pas dire qu'ils auront automatiquement, ça veut dire qu'il faut qu'ils montent leur dossier, qu'ils déposent leur dossier et qu'en fonction de l'étude et surtout du nombre de places disponibles pour ces aides, ils auront ou pas l'aide au permis de conduire. Le dépôt des dossiers se fera du 6 au 8 novembre prochain. Des inscriptions prises en compte pour la liste des bénéficiaires de 2024. Tout se fait en ligne, pas besoin de se déplacer. On a fait un partenariat avec la CPS pour, via le compte Tato des bénéficiaires, de pouvoir préparer leur dossier dématérialisé. Et ou sinon, c'est de venir effectivement dès le lundi 6 novembre déposer leur dossier. Ils vont devoir vérifier que le dossier est complet. Nous, on ne vérifie pas ces éléments-là. On donne toutes les informations au préalable pour permettre aux gens de pouvoir se préparer leur dossier convenablement et de le déposer. En 2022, 526 candidats avaient bénéficié de l'aide au financement du permis de conduire. 330 se sont inscrits dans une auto-école. Parmi ceux qui ont suivi le cheminement jusqu'à la fin, seuls 140 ont obtenu le permis. La semaine du tourisme durable du Pacifique se tient cette semaine en Polynésie. C'est la 2e édition où les professionnels du secteur se retrouvent autour de problématiques et d'objectifs communs dans la région. La culture, les communautés, l'économie ou encore l'environnement au cœur de l'industrie touristique. Ce soir, les professionnels du secteur, locaux et internationaux, ont rendez-vous à la présidence où nous retrouvons sur place Gina Bunton, directrice des opérations internationales. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Le tourisme est la première ressource économique pour la Polynésie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut constamment se remettre en question ? Oui, aujourd'hui, il est important de toujours se remettre en question. Le tourisme a changé. Les enjeux ne sont plus les mêmes. On l'a vu pendant le Covid. Et donc, il y a une grande communauté dans le Pacifique aussi, avec SPTO et tous les pays membres de SPTO qui se réunissent régulièrement pour parler justement des enjeux du tourisme, de comment mieux avancer ensemble et co-construire ce tourisme qui se veut durable et inclusif. Alors justement, parmi les objectifs communs aux destinations du Pacifique, il y a la valorisation de la culture et de l'environnement. En Polynésie, le nouveau gouvernement vise l'objectif de 600 000 touristes par an. Comment préserver les ressources en eau et gérer les déchets, par exemple, avec du tourisme sur de si petites îles ? Voilà, donc effectivement, quand on parle tourisme durable, on parle de l'environnement, on parle de la gestion des ressources. Et en tant que pays insulaire, on se rend compte que
tous les pays du Pacifique notamment ont les mêmes questions, comment mieux gérer nos ressources, comment aussi se préparer au changement climatique. Donc ce sont des choses qui sont très importantes à prendre en compte dans les discussions du développement touristique d'une destination. Ça se fait en co-construction avec les entités du pays, avec aussi la population, avec les partenaires touristiques et des discussions doivent se faire ensemble pour pouvoir avancer ensemble. C'est ce qui est vraiment important. Qui sont abordés et qui peuvent servir pour la politique du pays. Tout à fait, oui. On l'a vu aujourd'hui dans les discussions qui ont eu lieu pendant le sommet hier et aujourd'hui, effectivement, cet intérêt d'inclure la population dans le développement touristique est de plus en plus au cœur de toutes les discussions. C'est revenu énormément dans toutes les discussions qu'il y a pu avoir. Et d'ailleurs, le gouvernement l'a déjà pris en compte. La stratégie actuelle, une stratégie qui se veut inclusive de la population, un tourisme qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et tout est mis en place vraiment pour que ce soit au travers de consultations, etc. Suffisamment le cas encore aujourd'hui. On parle aussi de tourisme. Oui, on parle. Je pense qu'on continue à se soucier vraiment du bien-être des populations. Aujourd'hui, le tourisme doit contribuer à ce bien-être. Donc, par exemple, pour un exemple concret, sur les prochains mois, nous sommes en train de travailler sur le lancement d'une enquête d'opinion sur le tourisme auprès de la population. Donc cette enquête va être diffusée partout et on invitera tout le monde à y répondre pour donner justement leur avis sur le développement touristique de la Polynésie française, mais aussi de leur île. Merci Gina Bunton d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes la directrice des opérations internationales à Tahiti Tourisme avec Mélissa Chong à la caméra. La semaine du tourisme durable du Pacifique se poursuit jusqu'à vendredi. Merci. En politique, l'ensemble du gouvernement et une partie des élus tavinis à l'Assemblée se sont réunis plus tôt dans la journée à la présidence en comité de majorité afin d'étudier le rapport d'orientation budgétaire 2024. Mais il a d'abord été question de Te Ahupo. Pendant près d'une heure, le pays a déjà participé à hauteur de 4 milliards de francs. Les élus doivent échanger sur les grandes orientations budgétaires du pays avant la session prévue à l'Assemblée au mois de novembre. Le gouvernement qui veut faire de l'autonomie alimentaire une de ses priorités, l'île de Tubuai aux Australes va atteindre les 500 tonnes de production de carottes alors que la saison touche à sa fin. Une production particulièrement abondante cette année. Le nombre de maraîchers a doublé et le prix de vente a été revalorisé. Et pourtant, l'écoulement des stocks reste aléatoire. On voit cela avec James O et notre correspondant Roheyari Hariva. Comme partout au Fénois, le savoir-faire de la récolte à l'ancienne se transmet de génération en génération. À Tupuai, la carotte représente le principal légume racine cultivé sur l'île. Dans ce champ, des bénévoles sont venus prêter main forte à Mahei Hawata, une productrice de carottes. Ce que j'utilise sur les carottes, c'est la tige, là, ce qui n'est pas comestible, tu vois. Tout simplement, mais bon. Cela, on ne prend pas. Quand c'est abîmé comme ça, on jette. Mais de côté. Je souhaite seulement que ça va participer tous les carottes que les agriculteurs qui font ici. C'est pas facile pour eux aussi, pour travailler dur sous le soleil. Tu vois, le soleil, on travaille dur sous le soleil, voilà. Une fois récolté, direction la station de lavage installée dans ce hangar. Depuis quelques années, les producteurs de carottes ont mis l'accent sur le calibrage afin d'améliorer la qualité du produit. Un argument commercial non négligeable pour convaincre les acheteurs. Le jumbo qui est là-bas, celui il a 45 cm, l'autre côté il a 25. Et ceux qu'on n'a pas réussi à ramasser, les petits, ils passent au troisième qui descend dans le bac. Pour autant, ces carottes de moindre qualité ne sont pas perdues. Elles seront transformées en julienne. Le reste est conditionné dans des sacs de 20 kg, puis stocké dans ces chambres froides. L'entreposage, un coût supplémentaire. Et là, on est dans les 2 chambres réfrigérées. Ici, je peux dire ici, on a au moins pour 100 tonnes.
Et là, je prends 60 tonnes, si je sais, mais 60 tonnes. Donc avec ces carottes, ils attendent quoi? Ben, ils attendent les preneurs, ces carottes. Parce que là, je vous dis, il y a 3 bateaux de ceux-là, les carottes ne sont pas prises du tout. Hein. Selon les prévisions de la direction de l'agriculture, la production de carottes de Tupuai s'annonce exceptionnelle cette année. En conséquence, les affaires économiques ont été saisies afin de bloquer les importations. Mais pas sûr que la mesure suffira à écouler la surproduction. Jusqu'à présent, nous avons commercialisé 322 tonnes de carottes. Il y a actuellement en stockage 140 tonnes. Et il reste en champ environ 50 tonnes, ce qui nous fait un peu plus de 500 tonnes. En décembre dernier, les représentants de la Chambre de l'agriculture s'étaient déplacés à Tupuai afin d'encourager les agriculteurs à produire plus de carottes. Aujourd'hui, le revers de la médaille, c'est le risque de ne pas pouvoir vendre l'excédent de production. Les agriculteurs en appellent au gouvernement. La nourriture de l'esprit, à présent, avec le 23e Salon du Livre. Il se déroulera de jeudi à dimanche à la Maison de la Culture à Papeete. Le salon regroupe des auteurs, des éditeurs et organise de nombreux ateliers. Il accueille chaque année près de 7000 visiteurs, dont la moitié de scolaires. Le thème cette année portera sur le Fénois et les territoires. On écoute Christian Robert, l'organisateur, interrogé par Nicolas Suire. C'est un salon qui progresse d'année en année, il y a de plus en plus de visiteurs. On ne sait pas si cette année il y en aura plus que l'an dernier, mais enfin ça a été le cas depuis les 23 premières éditions. On est à entre 7 et 8 000 personnes qui viennent nous voir, dont 3 4 000 scolaires. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est de maintenir ce rang, ce niveau d'attente aussi, parce que le salon est un événement qui est très attendu. Je croise plein de gens dans la rue qui me disent « Ah, c'est bientôt le salon, moi je viens en famille, parce qu'il y a des ateliers pour mes enfants, que moi j'écoute des conférences, je rencontre des auteurs. » Donc voilà, on fait notre job, parce qu'on pense que ça c'est important. Christian Robert sera l'invité café demain matin en radio. Il détaillera le programme de cette 23e édition à Ibrahim Ahmedazi à partir de 7h10. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres, la pénurie d'infirmiers dans le secteur de la santé publique, la crise des vocations, les démissions en cascade et un statut peu attractif mettent au final en péril la pérennité des soins. L'Institut Mathilde Frébault rouvrira à la rentrée prochaine. En attendant, les infirmiers libéraux sont appelés en renfort, mais ils se heurtent à des difficultés administratives. À la une de Tahiti Info, demain, Huratapairu, une expression artistique sans limite. À suivre, l'émission Art Dreams Tahiti, suivie de la série SWAT. L'actualité locale continue dès demain matin en radio à partir de 5h avec Carlos Natua et Ibrahim Ahmedazi. Demain soir, vous retrouverez Stéphane Ratino à cette même place. Très belle soirée sur la première, bien sûr. À bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.